enchaîner après tout ça sur le bon usage des antibiotiques. Voilà, donc quel est le problème? Voici une publication récente qui met bien en évidence le problème des effets secondaires, en quelque sorte, des résistances aux antibiotiques. Ce sont des données du réseau de surveillance européenne. Ils étudiaient la mortalité attribuable à la résistance aux antibiotiques dans les injections invasives, en particulier les hémocultures. Vous voyez ici sur cette diapositive les tranches d'âge et les tranches d'âge et ici les résistances aux antibiotiques des différentes bactéries. Deux tranches d'âge importantes qui paient un lourd tribut à la résistance aux antibiotiques, ce sont les nouveau-nés et les personnes âgées. J'insiste un petit peu sur les nouveau-nés pour mon expérience, on va dire, à Madagascar, et les infections néonatales à bactéries multirésistantes sont un problème très important dans nos pays, même en Europe. Donc en 2015, le ARS montrait qu'il y avait 700 000 infections associées à une résistance aux antibiotiques, dont 63% d'origine hospitalière. On peut dire, on s'en fiche, c'est d'origine hospitalière, mais il y en a quand même 40% d'origine communautaire, ce qui est important. 33 000 décès attribuables, et c'est en augmentation depuis 2007. Quelles sont les bactéries responsables de cette morbidité associée aux bactéries résistantes? Eh bien, en premier, ce sont les colis, ce que vient de dire Mohamed Bousraoui, les colis résistants au C3G. En deuxième, ici, les Klebsiella résistantes au C3G et les Pseudomonas aeruginosa résistants au carbamidinase. Qu'en est-il dans d'autres pays où ça va, on dirait, au plus mal? En prenant par exemple Madagascar, c'est une étude qui a été faite par la Fondation Biomermieux qui est en train de faire un très beau travail de remise en route des laboratoires de bactériologie à Madagascar. Et vous voyez ici, par rapport à la France, le haut niveau de résistance du colis. 50% presque des colis sont résistants au C3G, résistance au fluoroquinolone, les Klebsiella 70%, Pseudomonas 70% à la ceftazinib. Et là, Mohamed Bousraoui vient d'en parler, les acinétobactères tauto-résistants. Il y a un vrai problème des acinétobactères tauto-résistants dans les milieux hospitaliers, mais je veux déjà répondre à sa question tout à l'heure. Les acinétobactères tauto-résistants, ils sont dans l'environnement. Donc il n'y a pas que les antibiotiques, il y a aussi l'hygiène. Et c'est un point important qu'il faudrait développer. Quelles sont les causes de la crise? Les causes de la crise, tout le monde les connaît, on va les rappeler. L'abus de prescription, quand on prescrit un antibiotique pour un virus, je suis un peu sensible. La vente libre des antibiotiques qui existe ici. Je vous avais déjà mis dans un précédent propos une étude très intéressante qui montrait que, par exemple, au Niger, où c'est en vente libre, seulement 15% des patients achètent le traitement complet. Les gens achètent le traitement au jour le jour, quand ils ont de l'argent, ou ils prennent la moitié du traitement, et tout ça, ça donne des concentrations pas suffisamment importantes dans le sang qui favorisent l'émergence des résistances. Il y a aussi les prescriptions inappropriées, le mauvais antibiotique à la mauvaise dose, c'est ce que je vous ai dit. Et c'est très sensible. Dans environ 30 à 60% des cas, les patients n'ont pas les bonnes doses. Ou par exemple, en pédiatrie, quand on donne une dose le matin à 9h du matin, une à midi, et le soir à 7h du soir, il y a un trou dans la nuit. Ça, c'est pas bien et ça favorise les résistances. Et enfin, on n'en parle pas trop ici, mais c'est un vrai problème, c'est les antibiotiques vendus pour les animaux, qui sont excrétés dans le milieu extérieur, mais pas que. Par exemple, on a montré que dans les effluents des hôpitaux, il y avait une concentration importante d'antibiotiques qui se déversent dans la nature. Donc, ça s'appelle, il y a un terme en ce moment qu'on appelle Global Health, ça n'est pas que les antibiotiques et l'humain, c'est aussi les antibiotiques dans la nature, les antibiotiques chez les animaux. Il y en a partout. La consommation
consommation des antibiotiques dans le monde. Alors là, vous avez de la chance, parce que vous voyez, vous êtes placé là. Alors que Tunisie et Algérie sont dans les plus gros consommateurs, la France est très mal placée. Alors j'espère que les données étaient bonnes, mais là, vous n'êtes pas trop mal placé. Alors, cette étude très intéressante montre, c'est une étude de CLA qui montre la consommation d'antibiotiques en fonction du revenu des pays. Vous voyez ici les pays à taux élevé de revenus. La consommation d'antibiotiques ne bouge pas au cours du temps. Par contre, ici, dans les pays en développement, à faible niveau de revenus et à moyen niveau de revenus, on va dire, augmentent leur consommation d'antibiotiques entre 2000 et 2015 de façon faramineuse. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez l'augmentation de la consommation d'antibiotiques. Donc, je pense que ça, c'est une donnée importante. Or, en même temps que le développement, arrive la surconsommation d'antibiotiques. Alors, que se passe-t-il quand on prend des antibiotiques? Je pense que ça, il faut vraiment avoir ce schéma en tête. Parce qu'on oublie, on a une infection urinaire, une pyélonéphrite, on prend des antibiotiques, on soigne sa pyélonéphrite, tout va bien. Mais l'antibiotique, il n'est pas sélectionné sur les colis qui sont dans la vessie. L'antibiotique, il diffuse partout dans le corps. Il va diffuser donc dans le sang, dans la gorge, l'intestin, les sueurs, les flores commensales. Et c'est comme ça qu'on va sélectionner des bactéries multirésistantes. Alors voici, c'est inspiré de diapositives de Robert, le jeu des 7 erreurs. Les antibiotiques, c'est une question, les antibiotiques actifs sur les bactéries multirésistantes sont plus actifs sur les bactéries incluses dans leur spectre. C'est-à-dire, en gros, quand vous donnez de l'imipénème parce que vous avez une bactérie multirésistante, est-ce qu'elle va être plus efficace que, par exemple, les céphalosporides sur le colis? Eh bien non, l'imipénème est moins actif sur colis, hémophilus et Pseudomonas aeruginosa que les C3G. Donc, ce n'est pas la panacée de donner l'imipénème. Il faut adapter son antibiotique à sa bactérie en fonction des séries. Par exemple, la colimycine est moins bonne que les bêta-lactamines. La piostacine est moins active sur les macrolides que les macrolides sur les souches de Streptoa ou de Staph aureus. La tigécycline, qui est une bonne molécule, mais malheureusement, les concentrations sériques sont très proches des sérémies, donc c'est un peu compliqué de l'employer. Deuxième question. Il vaut mieux utiliser des antibiotiques bactéricides. Ça, vous pouvez dire ça, vous avez le droit, parce qu'on nous l'a screené en France pendant toutes nos études. Il faut, pour les infections sévères, utiliser des antibiotiques bactéricides. D'abord, quels sont les antibiotiques bactéricides? Ce sont les aminosides, les bêta-lactamines, fluoroquinolones, glycopeptides, lipopeptides et flagyl. Eh bien, une méta-analyse qui inclut 33 études publiées il y a assez longtemps. Bon, il y en a une autre depuis, mais celle-là est la mieux, qui donne les meilleurs résultats. C'est une méta-analyse qui a donc inclus 33 études qui comparent la mortalité et la guérison chez des patients traités pour des infections sévères et infections cutanées, pneumonie, infections abdominales, soit par des antibiotiques bactéricides, soit par des antibiotiques bactériostatiques. Et bien, dans ces méta-analyse, il n'existait aucune différence en ce qui concerne la mortalité ou la guérison que les patients soient traités par des antibiotiques bactéricides et bactériostatiques. Et ce qu'a rajoute cette étude ici, de Nemeth, que tout dépend, en fait, plus que la pharmacodynamie, ou plus que le fait que l'antibiotique soit bactériostatique ou bactéricide, c'est la pharmacodynamie de l'antibiotique. C'est-à-dire si vous arrivez à des bonnes concentrations dans le sang ou au site de l'infection. Et ce qui est vraiment important, bien sûr, c'est la guérison du patient. Donc c'est pas faux. On peut très bien guérir un patient avec des antibiotiques bactériostatiques. Et je vous rappelle que l'antibiotique, il ne fait pas tout seul le travail. Il y a l'organisme derrière, il y a le système immunitaire. Donc il n'y a pas que l'antibiotique. Alors les associations sont plus efficaces que les monothérapies. Ça, c'est aussi quelque chose qui
associations, elles sont utiles lorsqu'on ne sait pas bien, on n'a pas vraiment de bactériologie et on veut élargir le spectre. Oui, c'est indispensable. Lorsqu'il s'agit de diminuer l'émergence des résistances, on donne toujours l'exemple classique de la tuberculose. Ou lorsqu'on veut obtenir une synergie. En effet, dans des infections très sévères et en cas de choc septique, il est utile de rajouter un adénosine. Par contre, à chaque fois que vous ajoutez des antibiotiques, vous potentialisez éventuellement des effets toxiques. La néphrotoxicité, ça c'est bien connu, l'autotoxicité et même les infections à Clostridium difficile. Il y a aussi les autres effets des interactions médicamenteuses. Et voici une étude parue dans le Journal of Infectious Disease en 2016 qui étudiait donc aussi une méta-analyse faite en unité de soins intensifs, qui étudiait les monothérapies versus les associations d'antibiotiques et qui montre qu'il n'y a, on a une étude qui incluait tout de même plus de 2600 patients, qui montre qu'il n'y a aucune différence dans la mortalité chez les patients en unité de soins intensifs qu'on étudie en monothérapie ou en bithérapie. Donc, éviter les bithérapies au maximum. Quatrième erreur, on a toujours des solutions thérapeutiques et de nouveaux antibiotiques vont arriver. Ça, vous savez bien maintenant quand même qu'il n'y a pas tant d'antibiotiques que ça qui vont arriver. Il y a un nombre de molécules relativement modéré sur le marché. Et voyez dans cette infection, cette étude qui relate des infections à Klebsiella pneumoniae résistantes aux céphalosporines, les infections sévères, vous voyez que les autres molécules ne sont pas si efficaces que ça, même quand on les associe. Cinquième erreur, les antibiotiques sont également sélectionnants. Ça, vous savez bien, il y a des antibiotiques qui sélectionnent les résistances plus que les autres. En particulier les pénènes, les céphalosporines, l'azithromycine et l'augmentin, l'amoxicilline et l'acétylclavulaine. Par exemple, vous voyez ici sur le pneumocoque, ça c'est un pneumocoque heureux.